Salut Omar. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Omar, t'es un militant, t'as cofondé Urgence Palestine, t'as aussi participé de la création du mouvement en France BDS. Si je t'ai invité, c'est parce que tu viens de sortir aux éditions des Liens qui libèrent un livre, ça s'appelle Enfants de Palestine. C'est un livre puissant, dense et très bien écrit, où tu reviens sur la construction en fait de ton identité, j'allais dire de ton identité de Palestinien, mais c'est aussi de ton identité politique, de ton identité de militant écolo, décolonial, marqué en fait par plusieurs moments de l'histoire récente, très en lien avec la Palestine, évidemment. T'es palestinien par ton père, t'es né en France, mais t'es palestinien par ton père. Ma première question, c'est pourquoi est-ce que t'as écrit ce bouquin à ce moment-là? T'as commencé l'écriture, je crois, il y a un peu plus d'un an. Après la guerre génocidaire, après le début de la guerre génocidaire en Palestine. Est-ce que pour toi, ce moment, ce 7 octobre est derrière ce qui s'est passé? C'est pas le début de l'histoire, bien évidemment, mais est-ce que c'est ce moment qui a été un déclencheur pour toi dans à la fois la rédaction de ce livre, mais aussi la prise de conscience véritable de qui tu avais envie d'être politiquement? Certainement. D'abord, merci de me recevoir. Et ce livre, effectivement, il naît d'un long parcours. Et il était en gestation, en fait, depuis ces années militantes de jeunesse, plus, où on a vécu des très belles expériences, mais qui dévoilent aussi beaucoup. Des hypocrisies, des non-dits, des impensés de la France, de l'hexagone exigu dans lequel on se situe aujourd'hui. Mais effectivement, le 7 octobre, c'est le déclencheur d'un tumulte mondial, qui est bien sûr politique, mais qui est aussi intime. Et ce qu'on a vécu, Palestiniens, Palestiniennes, ici en France et plus généralement en Occident, c'est souvent un décalage terrible entre ces affects qui nous traversent, cette conscience qui nous habite et un environnement qui a été traversé par des silences gênés, des dos tournés, des portes qui se ferment, des incompréhensions terribles et des affects en face qui, de fait, nous réduisait au silence, voire à l'inaction. Et donc il y avait un enjeu évident pour nous à prendre la parole, c'est ce qu'on a fait avec Urgence Palestine. Moi personnellement, et comme beaucoup de gens, j'ai jeté toutes mes forces dans ce moment décisif de la longue lutte du peuple palestinien pour la libération. Les assemblées générales, les manifestations interdites ou non, la construction d'un mouvement avec cette intersection de ces logiciels de Palestiniens, Palestiniennes, d'habitants des quartiers populaires, d'héritiers des luttes anticoloniales, antiracistes, d'écolos, de jeunes, de tous ces mouvements qui ont fait aussi les luttes de ces 10-20 dernières années et de ces 10 dernières années où moi j'étais moins présent sur l'espace militant. Mais cette richesse, en réalité, elle a été aussi celle d'une forme d'épuisement. Moi je suis arrivé en juillet 2024, à un moment aussi critique de fatigue, des alertes de santé réelles, j'en parle un petit peu dans le livre, et c'était un moment finalement qui est devenu une opportunité, avec cette rencontre et cette proposition qui a été faite par Fatima Ouassa, qui dirige cette collection dans les éditions Les Liens qui libèrent, la collection Écologie de la Libération, et qui me propose de me mettre à l'écriture. Et j'ai vu cette opportunité comme un signe. Et il y a eu énormément de synchronicité très forte comme ça dans ces derniers mois, ces 2 dernières années et plus. Et je l'ai pris donc comme pas seulement une opportunité, mais en fait comme une responsabilité d'essayer de mettre en partage ces savoirs qui nous permettent non seulement de tenir bon face à la violence génocidaire qui nous a déchiré les entrailles, mais aussi de proposer quelques-unes des ouvertures, de mettre en partage cette boussole qui a continué à nous servir dans les ténèbres de la nuit coloniale qu'on a traversée
collectivement et dans lesquels on continue de se battre. Mais qu'est-ce qui fait que, particulièrement, on va dire, l'épisode ou la séquence, même si j'aime pas trop ce mot, qui a commencé le 7 octobre, qu'est-ce qu'elle a de différente, en fait, par rapport à d'autres épisodes dont tu parles dans ton livre, que ce soit des intifadas, des soulèvements, enfin, on reviendra sur la terminologie, mais genre, il y a eu d'autres moments, au début des années 2000, dans les années 90, bon, t'étais un peu jeune, mais genre dans les années 2000 ou 2010, où il y a eu des actions de la part des Palestiniens, mais qui n'ont pas provoqué, selon toi, la même chose, à la fois dans le champ, donc toi tu fais partie de la diaspora, hein, mais dans le champ de la diaspora en France, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ce qui se passe depuis le 7 octobre est un déclic pour toi? Il y a des ruptures et des continuités. Dans le livre, j'insiste aussi sur les continuités parce que dans l'histoire d'un peuple en lutte, même si j'étais pas né, cette accumulation d'expériences de la résistance anticoloniale, dès les balbutiements du projet sioniste et du colonialisme français et britannique dans la région, il y a déjà des résistances. Il faut aller voir le film Palestine 36 d'Anne-Marie Jassir qui éclaire aussi cette longue histoire. Mais effectivement, je pense qu'il y a une série de ruptures qui sont opérées et qui pour certaines ont été en partie invisibles dans l'espace occidental notamment. Je parle dans le livre par exemple de 2021 et de cette séquence de la lutte où toute la carte de la Palestine et des pays frontaliers s'est embrasée de mobilisations qui ont vraiment rassemblé le peuple palestinien autour de cette boussole qui est celle de Jérusalem, Al-Quds en arabe, et qui a de fait montré pour la première fois qu'il y avait une bascule après une très longue période de fragmentation, de délitement du mouvement national palestinien. Et je dirais même du mouvement de libération de la Palestine, parce que une des choses que je défends aussi, c'est que notre lutte de libération n'est pas nécessairement uniquement une lutte de libération nationale et qu'il y a des enjeux majeurs aujourd'hui à penser par-delà ces concepts qui sont ceux de l'État-nation moderne et de toutes ces grilles de lecture et notions qui ont été imposées en réalité par la modernité occidentale au prix d'une violence terrible pour nos peuples et pour nos corps et pour toute la richesse aussi de l'histoire qu'on porte. Mais le 7 octobre, effectivement, après la séquence de 2021, elle a quelque chose d'historique parce que, en effet, c'est un moment où les Palestiniens sont acteurs de la lutte d'une façon, d'une force qui est effectivement sans précédent. Le fait que des combattants palestiniens franchissent les barrières, les clôtures ultra sécurisées, les systèmes de surveillance électronique et militaire pour attaquer d'abord des bases militaires israéliennes, c'est quelque chose qui a été presque silencié, très vite occulté par une narration qui s'est imposée, celle qui réduit la résistance palestinienne à du terrorisme, celle qui réduit le 7 octobre à un déferlement de haine, un pogrom antisémite, et tous ces discours empêchaient de voir avec précision et finesse ce qui traverse l'âme collective palestinienne. Et c'est, je crois, un des moments qui, effectivement, a joué un rôle majeur dans la libération d'un imaginaire décolonisé. Il est possible d'affronter l'armée coloniale, il est même possible de la défaire. Et c'est parce que ce possible s'est entrouvert qu'il y a eu ensuite ce déchaînement de violences génocidaires de la part de l'armée israélienne et ce déferlement d'une violence coloniale et raciste à l'endroit de tout ce qui touchait aux Palestiniens et à la Palestine. Dans ton livre, puisque là on parle des continuités en fait de la lutte du peuple palestinien, dans ces continuités, tu dis à plusieurs moments un truc qui m'a un peu étonné. Je te cite: en créant l'État d'Israël au nom des rescapés de l'antisémitisme et du génocide nazi, les grandes puissances ont assuré la perpétuation du génocide comme possible de l'ordre mondial. En gros, ce que tu sous-entends, et tu le dis à d'autres moments dans le texte, avec des mots différents, tu dis en gros que genre dès le départ en fait il y a un projet colonial dans la création de l'État d'Israël. Je pense que tout le monde s'accordera à dire que c'est vrai. En revanche, que dès le départ en fait il y avait un projet génocidaire, ça j'ai un peu plus de mal à comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui te permet en fait d'affirmer ça?
Il y a deux choses. Il y en a une qui est très directe du point de vue des Palestiniens. On l'a vécu et ressenti dès l'arrivée, dès la pénétration forcée de ce projet européen colonial sur la terre de Palestine. Il se traduit notamment par ce slogan qui est une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Cette idée donc que la terre de Palestine n'est pas habitée par des humains qui seraient dignes de droits, dignes de reconnaissance et dignes donc d'autodétermination. Et c'est aussi, en disant ça, une référence à cette culture coloniale qui est une culture du viol, sur laquelle j'essaye de déployer un petit peu quelques-unes des idées et des concepts du féminisme appliqués à la lutte anticoloniale. Mais ça, pour moi, c'est une évidence assez facile. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les colons sionistes voyaient cette terre comme une terre à prendre, il y avait en soi un imaginaire d'effacement, de destruction et d'anéantissement. Et la Nakba, le nettoyage ethnique, la destruction du peuple palestinien, c'est déjà un acte d'ordre génocidaire. Pendant longtemps, on a récusé ce terme de génocide parce que c'était même impossible d'utiliser le mot de génocide pour l'État d'Israël qui était vécu justement, conçu, construit en tout cas en termes de discours du point de vue de l'Occident, comme le refuge des rescapés du génocide. Et c'est là où il y a quelque chose de beaucoup plus important et insidieux. Il me semble que c'est important à envisager et à discuter. Et en disant ça, je le dis avec conscience et avec gravité. On a besoin de discuter, on a besoin d'ouvrir des espaces de débat qui défont ces tabous qui sont venus serrer la possibilité pour notre parole de sortir de nos gorges, de nos pensées, de se déplier, et à ces liens indispensables entre humains en quête de sens, de trouver des réponses intelligibles à ces questions qui nous traversent. Pour aller à l'essentiel, la vision que je défends, c'est qu'effectivement, on n'a pas défait le nazisme après la Deuxième Guerre mondiale. Défaire le nazisme, de mon point de vue, prendre au sérieux la question du génocide nazi, ça voulait dire réformer de façon radicale l'ordre mondial. Les Juifs qui sont sortis des camps de l'extermination se sont retrouvés face à des portes fermées. En Grande-Bretagne, des quotas ont été mis sur l'émigration des Juifs qui fuyaient l'Europe, et y compris ceux qui sortaient des camps de concentration. Pareil aux États-Unis, on était à une croisée des chemins à cette époque qui pouvait dire on accueille tous les exilés, tous les persécutés, on donne le droit d'asile. Et en réalité, à cette option est venue répondre une alternative qui permettait de continuer à préserver en fait cet ordre d'une violence totale et absolue qui est, en fait, on le sait, avec les lectures décoloniales, avec ce que nous apportait Aimé Césaire sur la genèse du nazisme en Europe. Ce qu'on sait, c'est que le nazisme, c'est un ordre avancé du capitalisme, colonialisme, racisme, qui est en fait au cœur de cette modernité occidentale qui s'est imposée au monde entier. Et on n'a pas défait cet ordre-là à ce moment-là, et au contraire, oui, on l'a perpétué en créant de force l'État d'Israël sur la terre de Palestine, qui était synonyme déjà de nettoyage ethnique, et on le voit aujourd'hui de génocide. Tu consacres plusieurs pages à raconter, en gros, ta journée à toi du 7 octobre 2023. C'était l'anniversaire de ton fils, etc. Et tu racontes comment tu apprends les informations qui arrivent de Palestine. Et tu en fais une description qui est jubilatoire, où tu te dis genre enfin, il se passe quelque chose. Enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, les Palestiniens se révoltent contre l'oppresseur colonial. J'avoue que à lire ça, et quand on sait, c'est quand même un acte violent. Ça, c'est la révolte. C'est-à-dire, c'est souvent des actes violents. Aujourd'hui, on est 2 ans et demi après. En plus, tu l'écris au présent. Dans ton livre, il y a des passages en fait qui sont écrits au présent avec une autre calligraphie, des chapitres. Tu l'écris au présent. On est 2 ans et demi après.
comment est-ce que tu considères, est-ce que les espoirs en fait que tu as eu au moment où tu as appris ces informations, est-ce qu'ils ont été confirmés? Je mets ça en rapport avec, par exemple, une interview, c'est Ahmed Youssef, un ancien cadre du Hamas, qui a été interviewé dans Le Monde là il y a quelques jours et qui disait: nous avons tout perdu, la lutte armée a échoué. C'est vrai que quand on voit derrière le déferlement de violence et de mort en fait qui s'est abattu sur le peuple palestinien après ces actions du 7 octobre 2023, j'avoue qu'on ne peut pas vraiment dire que les espoirs que tu as eus ont été vraiment confirmés. C'est un moment terrible de bilan, un bilan stratégique, mais qui est en fait aussi, bien sûr, un bilan humain. C'est nécessairement quelque chose qu'on doit aborder avec la gravité de celles et ceux qui ont conscience et empathie par rapport à ce que vivent les Palestiniens en général, et dans la bande de Gaza en particulier. C'est pas des étrangers pour nous, c'est nos familles, c'est nos amis, c'est des gens avec qui on partage la douleur et le deuil. Le bilan aujourd'hui, il est bien sûr celui de ces doutes et de ces questionnements sur la pertinence de telle tactique, de l'opportunité de telle alliance. Et donc c'est un débat qu'il est nécessaire d'avoir, qui traverse l'espace palestinien, mais il me semble intéressant justement de continuer à relier ce qui se joue le 7 octobre et dans les jours qui ont suivi, et tout l'appareil colonial qui justement s'est déployé avec une violence sans limite pour empêcher l'émergence de ce possible, de cet imaginaire de libération qui était contenu dans ces moments premiers. Ma conviction aujourd'hui, c'est que, au-delà des bilans sans appel et définitifs, déjà, il faut regarder avec attention dans cette longue histoire de guerre coloniale, de tactique contre-insurrectionnelle. Ça a toujours été une tactique militaire et politique des colons que de faire payer un prix terrible et sans limite, y compris et notamment même à la population civile pour les actes de résistance qui naissent en son sein. Et c'est ce qui fait aussi que, naturellement, beaucoup de Palestiniens et Palestiniennes se sont retrouvés à questionner jusque dans leur chair, jusque dans les cimetières où ils ont enterré leurs enfants, la question de la pertinence et la validité ou non de ces opérations militaires, de ces tactiques qui ont été celles de la résistance palestinienne. À cela s'ajoute une complexité qui est terrible quand on énonce tout cela en France, c'est la criminalisation et la judiciarisation du débat politique, et c'est un point sur lequel on pourra revenir. On va y revenir bien évidemment. Enfin, ouais. Mais d'abord, encore un point, tu écris aussi « J'aimerais que notre révolution anticoloniale ne touche jamais un cheveu d'un colon non combattant ». Toi, tu t'inscris en fait dans cette révolution anticoloniale, tu t'inscris en homogénéité en fait avec ces gens qui se sont révoltés genre le 7 octobre 2023. Pour autant, je lisais encore, c'était un rapport de Amnesty International qui est sorti en décembre dernier, qui parle, le 7 octobre, de la part des combattants palestiniens, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Human Rights Watch avait fait un rapport qui était un peu équivalent. Comment est-ce que ça, tu l'inscris en fait dans ta grammaire ? La première des choses, c'est déjà d'affirmer non seulement la légitimité, mais en fait la nécessité de la lutte armée du peuple palestinien. Depuis toujours, on a collecté des sous, vendu les petits trésors de la famille pour acheter des armes pour affronter le colonialisme britannique d'abord, sioniste très vite après. Si on est d'accord sur cette légitimité, après se pose la question qui est celle de l'efficacité, et aussi des questions morales qui se posent sur quelle est l'éthique de la lutte révolutionnaire, quel est le droit de nos guerres et de nos résistances, y compris quand on est colonisé face à une puissance infiniment plus grande, celle d'une force qui est armée par tout l'Occident et en particulier les États-Unis dans la période récente. C'est un point qui me semble important. On pourrait déjà se dire que, alors,
un aspect absolument indispensable, c'est de défaire cette catégorie qui est celle du terrorisme. C'est un vocable qui s'est imposé comme une grammaire en fait de la poursuite des guerres impérialistes et en fait ces derniers temps islamophobes qui ont fait des millions de morts dans notre région. Et si on a une critique sérieuse de cette catégorisation-là de nos luttes, vient la question du droit international, de quel droit pour les conflits armés qui va y avoir et qui ont eu lieu et qui continueront de se produire tant que cette injustice qui est occupation, colonisation persiste. Et donc c'est des questions qui bien sûr traversent notre espace. Si on est d'accord sur la légitimité de la résistance, il y a ensuite toute l'éthique qui est celle du combattant. Et moi j'en parle aussi avec vigilance et attention. Un des premiers enjeux qui se pose, c'est depuis quel endroit est-ce qu'on lutte et depuis quels affects est-ce qu'on est mobilisé dans cet acte terrible qui est celui de prendre les armes, risquer sa vie et potentiellement donner la mort dans une lutte aussi légitime qu'elle soit. Et moi ce que je défends aussi, c'est qu'il y a un endroit, celui d'une confiance, d'une foi qui anime les combattants et qui peut guider la révolution. Il y a aussi la question du projet, en fait, du projet qui est porté par les révolutionnaires. Qu'il soit décolonial, je n'en doute absolument pas. Après, il y a genre, bon, bah, qu'est-ce que tu fais, en fait, dans cette terre de Palestine qui fait des milliers de kilomètres carrés comment est-ce que tu fais avec les gens qui vivent, qui habitent là depuis 2000 ans, depuis 500 ans, depuis 70 ans, depuis 25 ans comment est-ce qu'on gère tout ça? Est-ce que cette question, dans le cadre de la réflexion sur la révolte armée, est-ce qu'elle a voix au chapitre? T'en parles dans ton livre, mais c'est pas le sujet central de qu'est-ce qu'on fait, tu vois, est-ce que deux États, un État, comment est-ce qu'on gère en fait cet espace, ce territoire. Toi, c'est quoi ton avis sur la question? Ce livre, il n'avait pas vocation à répondre à cette question en termes programmatiques. Ça, c'est quelque chose qu'on fait plutôt dans des espaces collectifs et il me semble moins pertinent d'utiliser la forme d'une écriture individuelle et plus intime pour répondre à cette question-là. Mais il me semble que là où il y a des éléments de réponse justement dans le livre, c'est en énonçant des principes de la lutte de libération et quelques éléments de méthodologie. Et il me semble que se dessine peut-être avec moins d'angoisse les possibles de la libération. Et il y a énormément de travail, y compris conceptuel et politique, à faire. Un État, deux États, pas d'État. On est aujourd'hui dans une remise en cause profonde de ces frontières qui ont été imposées par l'imposition de l'État-nation comme seul paradigme par lequel on accéderait aux droits en tant que sujet et citoyen, mais aussi en gommant toute cette réalité des communautés et de l'infinie diversité qu'il y a sur nos terres. Donc sans botter en touche cette question importante, il me semble important de prendre un pas de recul et de regarder avec un petit peu plus d'attention et de vigilance ces questions dans lesquelles souvent on nous enferme. Il y a « est-ce que vous condamnez ?» Et ça a enfermé, écrasé énormément de discussions importantes. Et puis après, il y a ce que moi j'appelle le solutionnisme, où en gros, pour que notre lutte soit légitime, elle devrait d'emblée énoncer une proposition qui rentre dans les cadres d'une pensée dominante qui aujourd'hui est nécessairement remise en question. Quand on voit la violence du système de ces frontières meurtrières, d'une Méditerranée qui est devenue un cimetière, quand on voit la réalité de l'échec de l'État-nation dans notre région, Bilad el-Cham, je pense que il faut nécessairement aborder ces questions avec beaucoup d'humilité. Moi, je suis aussi un endroit militant qui est celui d'Urgence Palestine, qui dit de façon très claire la réponse, la solution, c'est l'autodétermination du peuple palestinien sur toute la Palestine historique, de la mer au Jourdain. Et dans cette autodétermination, il y a d'un côté notre confiance absolue dans la grande humanité et la grande générosité qui est la nôtre, mais c'est aussi une grande exigence à la défaite du régime colonial. Et de l'autre côté, quand on énonce l'exigence de notre détermination, on voit
effectivement tout cet imaginaire qui est aussi souvent raciste, qui nous voit comme des barbares et comme potentiellement des personnes qui vont commettre des violences innommables, etc. Et donc je pense que c'est cet endroit-là aussi qu'on doit interroger. Qu'est-ce qui fait que l'autodétermination du peuple palestinien est vécue comme une menace et conditionnée à 1000 préalables avant qu'elle soit envisagée comme un droit absolu et imprescriptible? Il y a un autre aspect que tu abordes et je trouve ça intéressant parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, c'est la question religieuse, mais pas la question religieuse rabougrie autour de c'est des islamistes terroristes et ils vont tout détruire et genre il faut absolument les combattre. Tu poses la question en fait de la religion comme étant l'une des dynamiques en fait l'un des moteurs de la révolution. Et tu dis le problème, parce que toi tu t'inscris quand même dans la gauche, et tu dis il y a quand même un problème, c'est que la gauche, les progressistes, ils ont pris pour habitude d'assimiler en fait cette dynamique religieuse à une régression. C'est intéressant, tu fais des comparaisons avec la théologie de la libération. Il y a quelques pages où tu parles de la théologie de la libération en Amérique du Sud et genre de comment en fait au bout d'un moment il y a des gens partant de leur religion en fait qui ont porter des questions, notamment liées à la décolonisation. Aujourd'hui, quelle place a le religieux, la religion, dans les dynamiques qui sont à l'œuvre, les dynamiques politiques qui sont à l'œuvre dans la région, et pourquoi est-ce que là aussi, ça fait aussi peur, d'après toi? Ce qui est complexe, c'est vraiment un des enjeux, un des exercices en fait qui traverse ce texte, c'est la mise en relation d'espaces qui sont en fait traversés par la fracture coloniale et raciste. Et je pense qu'il y a ces deux espaces, il faut les regarder avec attention et voir à quel endroit est-ce qu'on peut faire qu'ils se rencontrent d'une façon juste et saine. Bien sûr, on pourrait revenir sur la longue histoire de la violence, de l'imposition, des dogmes de l'Église catholique, de toute cette autorité qui s'est imposée et qui a nécessairement suscité des révoltes et des remises en cause extrêmement profondes. Donc la culture anticléricale d'une certaine gauche, elle ne me semble pas problématique en tant que telle. Elle est en réalité une lutte d'émancipation. Et je reviens aussi dans le livre sur certains aspects de cette capture de la figure de Jésus, Sayyidna Isa en arabe, par cet appareil impérial qui instaure l'Église catholique en particulier. De notre côté, il y a encore un questionnement majeur et une situation de crise civilisationnelle pour l'espace arabo-musulman. Et donc moi je ne défends pas du tout l'idée qu'il y aurait dans les dogmes religieux et les doctrines telles qu'établies des réponses faciles à cette question qui nous traverse de part et d'autre de toutes ces fractures raciales, coloniales, etc. Dans cette crise qui traverse l'humanité, se continue à se poser la question, quels sont les horizons par-delà le matérialisme dominant, par-delà l'individualisme qui s'est imposé avec une violence terrible à nos corps, à nos sociétés, à nos peuples. Et donc, je l'affirme effectivement, en partant de cette centralité qui est la mienne et qui est dans un entre-deux, entre l'espace arabo-musulman, l'espace palestinien, mais aussi en diaspora dans une société occidentale, il y a, oui, dans le Coran, dans notre patrimoine religieux entendu comme spiritualité, comme sagesse, comme ressources, comme cosmogonie alternative, énormément de richesses, de choses précieuses. J'essaye de les mettre en partage. Et comme pratique aussi. Bien sûr. La pratique sociale. Bien sûr, bien sûr. Je parle de la prière en tant que génocide. Et voilà, sans vouloir tomber dans les clichés du développement personnel, d'une gauche qui, pour traverser avec un peu moins d'angoisse la terreur des dérèglements climatiques, sociaux, politiques, des guerres de ce monde où on chercherait juste des refuges individuels, il me semble qu'il y a une ingénierie effectivement extrêmement puissante dans ces savoir-faire sociaux, dans ces communs, et la négation de la richesse de ces communs que sont, de notre point de vue, l'islam et
les sagesses de Palestine et plus généralement du Proche-Orient, ce serait, à mon avis, amputer notre recherche de concepts, de notions et, comme tu l'as dit, de pratiques qui sont extraordinairement précieux. J'ai une dernière série de questions, c'est sur la répression dont tout le mouvement de soutien au peuple palestinien, aussi divers soit-il, a été victime, a été la cible. Toi-même, tu as été victime de ça, tu as été accusé d'apologie du terrorisme, tu as été perquisitionné, tu as fait de la garde à vue, tes avoirs ont été gelés. Tu le racontes avec malice et presque drôlerie, genre dans le livre, où tu te dis, bon voilà, j'ai 15 centimes sur mon compte, ou je sais plus combien, enfin 1,50 €, et genre ils m'ont gelé mes avoirs, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus utiliser à un moment ta carte bleue, et tu peux toujours pas l'utiliser d'ailleurs. Il y a un sous-chapitre, je crois, qui s'appelle « Merci la répression », point d'interrogation. Parce que toi, en fait, tu considères que cette répression, en l'occurrence là de l'État, vis-à-vis du mouvement en soutien au peuple palestinien, a permis de quoi en fait? Bon, cette répression, d'abord, elle est bien sûr une violence terrible, une restriction de nos libertés, mais aussi un dévoilement de la nature profondément coloniale et raciste de l'ordre bourgeois en France. Et donc il ne s'agit pas d'en faire l'éloge, mais de regarder comment dans cette contrainte, comment face à ces entraves, on trouve des espaces pour se renforcer, pour trouver du sens et pour nous construire. Et dans les petites expériences qu'on fait, c'est qu'effectivement la France est un espace d'énonciation pour les Palestiniens et Palestiniennes qui est beaucoup plus difficile par exemple que l'Espagne ou d'autres pays en Europe. Mais ça nous oblige d'être beaucoup plus exigeants, d'être beaucoup plus précis. J'espère qu'on l'est. Et l'expérience qu'on fait, c'est que ça nous oblige, mais pas seulement à être plus efficace sur le plan tactique, ça nous oblige en fait à être plus profond dans la conscience qui guide notre action et la façon dont on défend notre cause. Donc oui, il y a dans cette répression terrible une opportunité et des résultats, des produits qu'on peut chérir. C'est cette répression qui nous oblige à penser aussi l'écosystème de notre organisation d'une façon peut-être plus horizontale, plus agile, plus souple. Et c'est, j'imagine, quelque chose qui s'impose à nous, mais dans lequel il y a une opportunité. Et là aussi, c'est une sagesse évidente qui est qu'une déclinaison infime de cet endroit qui est Gaza. Si nos maisons peuvent être détruites, si nos familles peuvent être décimées, comment est-ce qu'on accepte ça? Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on traverse ça? Si ça n'a aucun sens, on s'enferme et s'effondre et s'évanouit dans une destruction qui est aussi intérieure. Et donc c'est là où il y a ce cheminement qui est aussi un cheminement spirituel, qui est aussi une recherche pour nos âmes hantées par la terreur génocidaire ou par la violence de cette répression. Et notre conviction, ma conviction, la foi qui me guide, c'est que, et c'est ce qui est dans le Coran aussi, « Inna ma'al usri yusra ». Inna ma'al usri yusra, avec chaque contrainte vient une opportunité, mais c'est une traduction encore très inélégante et incertaine. Avec à chaque endroit où il y a une pression, il y a une ouverture. Et c'est ces sagesses-là qui sont nos incantations, qui sont nos litanies, qui sont ces poésies infinies de sagesse qui nous permettent de trouver dans cette parole une méthodologie de la lutte de libération. Alors, tu es un intellectuel, là tu viens encore d'en faire la preuve, mais tu es aussi un organisateur, quoi, un stratège. Enfin, avec Urgence Palestine, vous organisez aussi le soutien au peuple palestinien. Quand tu vois, parce que là on a parlé de la répression de la part de l'État, il y a aussi toutes les opprobes
qui ont été celles genre, des insultes en mode genre vous êtes antisémite, vous êtes des terroristes aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que l'État en fait qui qualifie d'apologie du terrorisme. Il y a aussi dans le débat public en fait des gens qui balancent ça au visage de ceux qui soutiennent le peuple palestinien. Ça aussi, ça a freiné en fait la mobilisation. Nous, à Regard, plusieurs fois on a dit c'est pas possible en fait que il y ait pas des millions de gens dans la rue en fait pour se mobiliser en soutien du peuple palestinien. Et je fais une corrélation, tu vois, avec à la fois la répression de l'État et ce soupçon en fait d'antisémitisme sur la question sur les gens en fait qui soutiennent le peuple palestinien. Et c'est ça qui fait que au bout d'un moment on se retrouvait à 10 000 dans la rue. Parfois il y a eu des plus grosses mobilisations, mais je trouve, et je pense que tu partageras ce sentiment, c'est pas à la hauteur de l'atrocité du génocide qui est toujours en cours. Donc du coup, est-ce que quand tu entends ça, toi tu dis ces accusations en apologie du terrorisme ou vous êtes des terroristes ou en antisémitisme, il faut ne pas les calculer, ou au contraire, tu vois, tu te dis, bon, en fait, on nous accuse d'être antisémites, peut-être qu'il ne s'agit pas de montrer patte blanche, mais au nom de la massification du mouvement de soutien à la Palestine et au mouvement décolonial, il faut se poser sérieusement la question de comment est-ce que on arrive à évacuer, en fait, cette ignominie, parce que c'est une ignominie de traiter les gens d'antisémites. D'abord, une petite remarque sur intellectuel ou militant ou paysan. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans ces catégorisations qui, pour moi, finissent par être un peu vaines et inopportunes. Dans mon parcours, ça m'a beaucoup habité. Est-ce que tu es français ou palestinien, musulman ou de gauche? Enfin, il y a aussi des injonctions à venir se situer dans des espaces qui, d'une certaine façon, pour moi, ont fini par être des carcans pour le déploiement de notre identité profonde. Et cet endroit d'identité profonde, c'est celui qu'en arabe on dit Abdallah. C'est le seul endroit où je me sens bien défini. Et ça se traduit par serviteur du vivant, serviteur de cette force divine de création et d'amour qui nous permet d'être debout envers et contre tout. Cela dit, il y a ces insultes, il y a en fait le caractère systémique de l'oppression. Et tu fais bien de le dire, en effet, c'est pas que l'État, c'est un dispositif politique et social qui, de fait de notre parole et de notre mobilisation, qui fait en fait de notre autonomie politique, de notre souveraineté en tant qu'acteur politique, quelque chose qui va être systématiquement combattu. Et c'est là aussi où les outils du féminisme, notamment des luttes afroféministes, mais aussi de la longue histoire des luttes antiracistes et anticoloniales, nous permet d'être un petit peu plus lucides et sereins et d'avoir des réponses tactiques. Moi, je ne crois pas qu'on gagne en répondant de façon défensive à toutes ces diffamations. On serait encore là à essayer de donner des gages à nos détracteurs en faisant concession après concession. Donc en revanche, c'est en étant parfaitement déjà lucide intérieurement. Est-ce que cette haine dont on nous accuse, est-ce que cette violence dont on nous traite d'être les porteurs, est-ce que tout cela, ça a une forme de vérité? Est-ce que ça a une résonance réelle dans ce qui motive mon engagement? Et il y a cette introspection qui est pour moi permanente. Quand tu te fais perquisitionner devant tes enfants, que l'intimité de ta maison elle est violée, que tu te retrouves menottes dans le dos à 6 du mat en direction d'une geôle puante, en fait il y a dans cette répression aussi une mécanique qui est faite pour nous porter sur nous un doigt accusateur et une logique de culpabilisation et de criminalisation qui peut nous faire reculer. Mais si on est bon au fond, en soi, en fait, finalement, ça nous rend toujours plus forts. Et donc, répondre à l'antisémitisme, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que c'est une question trop grave et trop sérieuse pour en faire, comme c'est le cas, l'instrument au service du régime israélien. La lutte antiraciste, elle exige d'avoir des espaces de discussion où, à égalité, avec sérieux et responsabilité, on envisage la façon dont on va pouvoir triompher de ce renouveau
du fascisme qui est aujourd'hui à l'œuvre dans nos sociétés et dans l'espace politique occidental singulièrement. Cette question du terrorisme et donc du caractère violent, barbare de nos luttes, de nos révoltes et de nos combats, c'est aussi une question à prendre au sérieux. Nous, ce qui nous a semblé le plus opportun, c'était voilà, la meilleure des défenses, c'est l'attaque. C'est un peu impensif de dire ça, mais en fait, de continuer à être nous-mêmes, sans baisser le dos, sans baisser les yeux, et à dire en fait tout l'amour, toute la puissance de cet amour et de cette confiance et de cette foi qu'il y a dans le caractère légitime de notre lutte et qu'il y a dans le caractère sacré de notre droit à vivre libre. Bah oui, on a continué à le dire, à le défendre, et au final on le voit. Les gens nous rencontrent, les gens nous voient, et à part la mauvaise foi de certains qui voient leurs privilèges menacés, en réalité, on continue de conquérir les cœurs et les consciences. C'est ce que je vois, moi, en tout cas dans l'expérience collective qui est celle d'Urgence Palestine, et plus généralement de la cause palestinienne aujourd'hui. J'ai une dernière question, Omar. Je vais partir d'une citation de ton livre encore. Démocratie, liberté, droits de l'homme, il faut détruire les idoles pour retrouver le sens. Donc, j'imagine que c'est parce que tu considères que démocratie, liberté et droits de l'homme, ça fait partie de cette modernité occidentale que tu trouves complètement vaine. Pour autant, ça a aussi été des moteurs importants, y compris des émancipations collectives des peuples, etc. Enfin, donc genre, est-ce qu'il faut vraiment, enfin, est-ce que tu dis qu'il faut genre les jeter à la poubelle et genre ne plus en parler? Est-ce que par exemple la question du droit, par exemple des droits de l'homme qu'on peut rattacher aussi au droit international, est-ce que genre c'est pas, tu trouves ça pas pertinent en fait de genre le convoquer pour parler par exemple du sort du peuple palestinien? J'espère qu'à la lecture du livre, on ressort avec une compréhension plus précise de ce qui me semble être, moi, une fétichisation de termes, de notions et de concepts qui ont fini par perdre leur sens. Mais on parlait de la lutte contre l'antisémitisme, c'est une lutte légitime et nécessaire, comme toutes les luttes contre tous les racismes. Et de la même façon, démocratie, droits de l'homme, c'est parce que c'est des notions qui portent un affect qu'on associe à l'émancipation. Parce que c'est des notions qui sont sans doute à la base des possibles de libération, qu'on les aime et qu'on les chérit. Mais c'est parce qu'on les aime et qu'on les chérit qu'elles peuvent finir par devenir des idoles qui sont les instruments d'une oppression, d'un enfermement de ces possibles de notre libération. Parce que, il faut le dire, c'est au nom de la démocratie qu'on extermine un peuple. C'est encore aujourd'hui parce qu'Israël serait la seule démocratie du Proche-Orient qu'elle a ce blanc-seing, ce feu vert pour la colonisation et l'extermination. Ces droits de l'homme, bah, on voit bien aujourd'hui le caractère terriblement vain de leur seule énonciation. Et donc, moi, ce à quoi j'invite, plutôt que de jeter le bébé avec l'eau du bain, plutôt que de se débarrasser définitivement de tels mots, de tels concepts, de telles notions, c'est juste de pouvoir les réinterroger avec humilité. Après, il y a une question, effectivement, peut-être terrible qui se pose, c'est est-ce qu'on a le temps de ces débats et de ces discussions? Est-ce qu'on a le temps de réinventer et redéfinir ces mots communs qui vont nous permettre de nous mobiliser dans une direction qui soit authentiquement libératrice? Et là, moi je pense qu'on a ce luxe en réalité. On est poussé à une forme d'urgence de l'instantanéité qui mène à énormément de confusion. Et c'est des choses qu'on s'est dites aussi dans l'espace palestinien. On aurait besoin de faire toujours plus vite et toujours plus face à la terreur du génocide, face à la terreur de ces ventres vides qui crient leur faim. Mais en réalité, on est à un endroit et un espace où, malgré la répression, malgré les urgences, on a ce petit confort qui est un privilège qui doit devenir responsabilité, celui de repenser nos mondes avec des mots qui, au lieu de nous enfermer, nous libèrent et qui, au minimum, doivent être redéfinis pour que notre boussole commune soit réajustée. Eh ben, merci beaucoup Omar. Je rappelle ton livre Enfants de Palestine aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci pour cette rencontre.